Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, continuez à partager, à liker, à commenter. Vous pouvez retrouver tous vos programmes, le replay, notamment sur la page YouTube d'El Maralbia. L'actualité, le titre va s'afficher. Algérie, le HCS. Le Haut Conseil de sécurité, on va y revenir, qui s'est réuni dans l'opacité et le flou total. On va se poser plusieurs questions à plusieurs niveaux. D'abord, nous reviendrons sur la forme, puisque cette réunion a eu lieu maintenant il y a 48 heures. Elle a été annoncée officiellement par l'APS et on peut constater, vous en verrez quelques images tout à l'heure, l'absence de civils, l'absence du politique. On reviendra dans quelques instants, notamment sur les personnes qui sont censées, selon le décret, qui sont censées donc être présentes au sein de ce Haut Conseil de sécurité. Et puis, un deuxième niveau, nous reviendrons sur le contenu. Alors, bien évidemment, plusieurs États dans le monde se réunissent, notamment en termes de sécurité. Ils ne sont pas dans l'obligation d'en informer la population, mais lorsqu'on fait un communiqué, notamment au sein de l'APS, puisque là, il s'agit de l'Algérie, pourquoi derrière ça, il n'y a pas d'informations supplémentaires, car plusieurs questions actuellement sont en suspens. Plusieurs observateurs, analystes se posent plusieurs questions. On va y revenir dans quelques instants. Aucune information donc n'a été traitée, même dans certains médias ou même certaines sources traditionnellement bien informées. On sait que les Algériens ont l'habitude maintenant depuis plusieurs années de lire de longues déclarations traitant notamment de comptes rendus, de bilans suite à ces réunions, et même l'APS pour l'instant. Aucune information. Peut-être qu'après cette émission, d'ici demain, on en saura un peu plus, mais pour l'instant, aucune. Selon les observateurs aussi, un Haut Conseil de sécurité qui s'est transformé d'un organe consultatif en un centre de décision politique et sécuritaire. On va y revenir bien évidemment. Des sujets qui soulèvent davantage d'ambiguïté sur des questions politiques internes et régionales. On va y revenir ce soir. Et puis aussi une autre réflexion. Il apparaît qu'il ne pourra donc obtenir de réponse claire avec un régime qui, selon certains observateurs, maîtrise l'ambiguïté dans la conduite de certaines affaires de l'État, d'où peut-être ce silence. Plusieurs questions se posent donc ce soir avec ce Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni sans aucune information. Quel message y a-t-il derrière cette absence d'information? Annoncer que le HCS s'est réuni sans dire plus. Alors donc pourquoi? Je vous le disais, donc l'absence de civils, de politique. Le ministre chargé de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice étaient absents, entre autres. Nous reviendrons aussi peut-être sur la philosophie générale de l'État, sur la relation qu'il y a entre le politique et l'armée. Des décisions politiques sont-elles prises encore aujourd'hui au sein de l'armée? Certains élus, certains politiques sont déjà installés avant d'introduire certaines institutions comme l'Assemblée ou le Conseil de la Nation, par exemple. On va donc y revenir et puis on essaiera aussi de comprendre la position et le rôle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Est-ce qu'il invite? Est-ce qu'il était invité? Est-ce qu'il a son rôle de président normal, car c'est lui qui convoque et qui réunit le HCS, ou est-ce qu'il est là en tant qu'invité ou président installé par donc l'institution militaire, comme peut l'exprimer plusieurs Algériens, Algériennes et plusieurs analystes politiques? Pourquoi ces chefs de région militaires sont présents dans ce HCS de ce 30 janvier, nouveauté ou tradition? Nous reviendrons aussi, puisque déjà il y a quelques années, souvenez-vous, notamment dans le cadre de l'arrêt du processus électoral en 91, eh bien c'est l'armée qui s'était réunie et il y avait absence totale déjà à l'époque du politique. Pour en parler avec nous, j'espère qu'ils nous ont rejoints. Habib Souadia qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, écrivain, ex-officier de l'ANP. C'est un dossier qu'il connaît bien. Investi en politique, il connaît très bien son pays, défenseur des droits humains universels et indivisibles. Le plaisir et l'honneur de l'avoir. Cher Saïd Salhi, bonsoir.
Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci, cher Saïd Salhi. Je vais commencer par vous. On en parle, et puis d'ailleurs, c'est lié, hein, l'absence du politique, l'absence du civil dans certaines décisions. On en parle maintenant, notamment depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. On parle de justice, de répression. Peut-être une réaction. On vous a eu il y a quelques jours, hein, suite à cette dissolution. On vous a pas eu depuis. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de presse, d'ONG qui se réveillent, notamment à l'international. Si on parle par exemple du Soir, quotidien belge, hein, qui reprend un peu ce que vous dites, on veut se débarrasser du dernier témoin de la répression, notamment en faisant référence à ces responsables comme vous, ces défenseurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a été donc dissoute. Eh ben, tout à fait. C'est vrai que cette dissolution a surpris plus d'un. C'est une décision grave. On n'a pas vu ça même dans les dictatures, un peu récentes. C'est vraiment une régression, inquiétante. C'est ce qui a fait que, effectivement, il y a eu une solidarité régionale, internationale qui s'est manifestée en faveur de la LADDH, mais à travers cette solidarité, c'est aussi en faveur des détenus d'opinion de toutes les organisations, que ce soit de la société civile ou des partis politiques qui subissent malheureusement le même sort. Voilà, donc malheureusement, encore une fois, je le dis malheureusement parce qu'on a aimé vraiment que notre pays brille autrement, brille par les droits, brille par la démocratie, brille par ce qui a été revendiqué par le Hirak en 2019, notamment le changement démocratique. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Algérie est encore une fois sous les feux de la rampe, mais en étant un pays qui regresse, un pays qui transgresse les droits élémentaires, les droits fondamentaux des Algériennes et des Algériens. Malheureusement, c'est l'image aujourd'hui que projette le pouvoir à l'extérieur, une image malheureuse qui contraste vraiment avec cette image joyeuse, historique du Hirak, qui a su redonner espoir aux Algériens, mais aussi qui a su, redorer le blason de l'Algérie pendant, alors que l'Algérie était ce pays-là qu'on qualifiait pendant des années comme un pays, surtout je parle du peuple algérien, qui a vraiment donné des images formidables à travers les manifestations, que ce soit dans le pays ou de la diaspora. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour effacer ces images et pour, à la limite, ternir vraiment ces belles images qui ont été données par le peuple algérien pendant, je dirais, des années, notamment depuis le Hirak 2019. Malheureusement, nous vivons cette situation aujourd'hui avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de désillusions, mais aussi avec une obstination, de poursuivre le combat, pas seulement de 2019, mais le combat de nos aînés, cette quête pour une Algérie démocratique, authentique, une Algérie des libertés. Un pouvoir, un régime, hein, qui travaille souvent un peu en solitaire. Je reprends cette expression de Brahim Younsi samedi dernier, qui parlait de cette justice du banditisme. Vous n'avez pas été du tout informé, hein, de tout ce qui se passait contre la Ligue algérienne des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut parler de cette justice? Il y a cette justice du téléphone, il y a aussi cette justice qui se fait un peu entre deux portes en catimini. Et puis je voudrais aussi que vous réagissiez. Alors il y a Frédéric Bobin, confrère du Monde, hein, donc quotidien français. Vous dites, vous qualifiez ce jugement de ridicule et vous dites en gros il nous est reproché de travailler sur les droits de l'homme. Vous êtes mis en cause
en lien notamment avec des organisations étrangères, telles que la Fédération internationale notamment des droits humains, la coordination maghrébine des organisations de droits humains, Euromed? Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Malheureusement, la justice qui devait être le refuge, l'abri contre les arbitraires, l'abri, voilà, notamment des sans-abri, voilà, si vous voulez un peu, voilà, des victimes de la répression. Aujourd'hui, la justice est devenue un instrument de la répression, un instrument qui fait peur aux Algériens. D'ailleurs, ça a été dit même par le ministre de la Justice. C'est vrai, la justice qu'on a, voilà, qu'on n'a pas cessé d'interpeller. Et quand je parle de la justice, je parle du pouvoir judiciaire tel qu'énoncé par la Constitution, un pouvoir indépendant, un pouvoir séparé, si vous voulez, un peu du pouvoir exécutif. Je ne parle pas du ministère de la Justice qui dépend de l'exécutif, je parle notamment du pouvoir judiciaire qui est normalement incarné par le Haut Conseil de magistrature, par les magistrats, des magistrats indépendants, des magistrats libres. Mais malheureusement, depuis 2019, ce pouvoir-là est devenu un instrument entre le pouvoir exécutif, un instrument de répression, un instrument vraiment qui sème vraiment la peur chez les Algériens. Donc, on a déjà assisté à plusieurs, si vous voulez, un peu scandales, à plusieurs parodies de procès. À plusieurs fois, nous avons dénoncé plusieurs procès qui n'ont pas été équitables, qui n'ont pas respecté le minimum des procédures et des normes d'un procès équitable. Mais ce procès de la Ligue est un procès de trop. C'est vraiment un procès qui a démasqué, voilà, malheureusement, toute cette dérive de la justice, parce qu'il n'y a pas eu de procès réellement. Ce procès a eu lieu sans la présence des concernés, notamment de la Ligue. C'est un procès pas seulement clandestin, c'est un procès carrément en catimini. Voilà, qui s'est fait à huis clos, qui s'est fait à sens unique, voilà, à charge, contre une Ligue qui n'a même pas eu le droit, le minimum des droits de se défendre, de répondre aux accusations du ministère de la Justice. Bien sûr, le ministère de la Justice s'est confondu dans des arguments et des justifications farfelues, voilà, notamment la question de la légalité, la question du conflit interne à la Ligue, mais les véritables raisons n'ont pas été cachées, y compris dans le jugement. Et d'ailleurs, c'est un jugement vraiment insolite, honteux, qui va rester vraiment dans les annales judiciaire de l'Algérie comme une tache noire, parce que c'est un jugement qui n'honore pas l'institution judiciaire, vraiment avec des qualifications honteuses qui sont contraires même aux droits humains, aux normes universelles telles que énoncées, reconnues notamment à l'échelle mondiale, notamment par la Déclaration universelle et tous les instruments qui sont même ratifiés par l'Algérie. Eh bien, ce jugement, malheureusement, il montre tout l'état d'esprit, sinon toute la situation et le niveau de la justice en Algérie. Vraiment, je vous dis, moi j'ai honte. Et quand j'ai montré ce jugement à nos partenaires, notamment dans d'autres pays, c'est un jugement qui fait honte. Vraiment, c'est un jugement qui fait honte. La justice, je parle bien sûr des magistrats, ils n'ont même pas pris le soin vraiment de soigner le langage, de respecter les formes. C'est un jugement, voilà, avec des termes vraiment indécents, des termes injurieux, diffamatoires, qui sont contraires même à la loi. Et bien voilà, donc on est dans cette situation malheureusement aujourd'hui, si vous voulez. Le pouvoir ne se rougit même pas devant de tels affronts. Voilà, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, que ce soit dans notre communiqué, à travers toutes les communications que nous avons faites depuis presque une semaine. Mais voilà, ce qui est dramatique, alors vous avez tweeté d'ailleurs en disant clairement que faux et intox, la requête du ministère de l'Intérieur remonte au 4 mai, alors que moi, Saïd Salhi, je vous cite, j'ai quitté l'Algérie le 23 juin, notamment suite à cette dépêche très, très particulière dont on parlait hier soir de cette journaliste. Mais excusez-moi de l'expression, mais vous aviez, malheureusement, vous aviez senti les choses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous y avez
échappé belle, peut-être qu'avec cette liquidation, quand on voit cette dissolution, quand on voit le cas de Ihsan El-Qadi et de Maghreb Hébergeant, vous seriez peut-être aujourd'hui avec ce régime derrière les barreaux? Écoutez, bon, excusez-moi vraiment, mais l'asile n'a jamais été un choix. L'asile, c'est la pire des choses qui peut arriver à un militant, de laisser le pays pour lequel il se bat, de subir vraiment cette déchirure, cette rupture brutale avec les siens, avec son pays, avec son organisation. Donc si j'ai quitté le pays, c'est pas un choix, c'est qu'on a été forcé. C'est qu'on a été forcé, c'est que, bon, malheureusement, l'évolution de la situation a été fâcheuse, voilà, dans le sens où, voilà, toutes les choses que nous avons énoncées, voilà, malheureusement, ont tourné vraiment dans le sens, voilà, malheureux, notamment arriver à la dissolution. Mais il faut dire que cette dissolution n'est pas venue comme ça, comme un acte isolé. C'est tout un processus. C'est une machine qui s'est abattue sur la Ligue depuis maintenant presque une année. Ça a commencé par des intimidations dont on a été victimes nous-mêmes, par des pressions, par du harcèlement, arrivant bien sûr à l'emprisonnement des militants, de nos amis, à l'interdiction des activités, à la fermeture du bureau, jusque voilà, à cette phase ultime qui était voilà, la dissolution. Mais juste, je rappelle quand même pour l'opinion publique qu'avant cette dissolution, le pouvoir a tenté avant de, si vous voulez, de récupérer la LADDH en créant une ligue parallèle. Ce que nous avons dénoncé à plusieurs fois, ils ont créé une ligue au moment où nous, à l'intérieur, nous avons commencé à travailler ensemble avec nos amis de ce qu'ils appellent les sensibilités de la Ligue, mais moi j'appelle les enfants de la Ligue. Nous avons travaillé, je cite des noms, des amis, même si on est dans différentes sensibilités. Mon ami Issa Rahmoun, Moumen Khalil, Qaddo Chouicha, nous avons travaillé ensemble pendant maintenant des années, pendant pratiquement 2017, sur plusieurs initiatives de rapprochement, d'unification des rangs. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs communiqués. Nous avons été ensemble dans le Hirak. Nous avons fait face ensemble, bien sûr, à la répression, à la dérive autoritaire. Au moment où justement ce travail se faisait dans le sens du rapprochement, le pouvoir, pour s'aborder, pour justement casser cette initiative de l'intérieur, il a créé une ligue parallèle, voilà, carrément inféodés au pouvoir. On les a vus comment ils ont été voilà, installés dans plusieurs wilayas par l'appui des autorités, avec des parrainages des autorités locales, des walis, des services de sécurité. Ils ont été même installés, même en Tunisie. Voilà, d'ailleurs, nos amis de la Ligue tunisienne nous ont informés à plusieurs fois, étonnés, alors que nous, en Algérie, on n'arrivait même pas à tenir une réunion. Eux, ils ont ouvert un bureau en Tunisie, en nom de la LHDH. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, parce qu'ils sont étrangers à la Ligue, parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, ils n'ont pas pu justement voilà, supplanter la Ligue authentique, ils n'ont pas pu justement à la limite voilà, s'imposer, parce que le pouvoir finalement, il voulait justement récupérer cette Ligue, et quand il a vu que finalement c'était impossible, il a décidé de s'en débarrasser de la LHDH. Voilà un peu les réalités, c'est ça les réalités, ce que nous avons dénoncé à plusieurs reprises. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur qui devait justement aider à l'émergence, à l'émancipation du mouvement associatif, de la société civile. Il a tout fait justement pour le casser, pour le contrôler. C'est ça le rôle qu'il a joué, notamment depuis la loi 1206 des associations. Nous sommes même arrivés à dénoncer cette loi. Nous avons proposé ensemble avec mes amis de ce qu'ils appellent les différentes sensibilités à proposer une loi alternative des associations le 5 octobre 2018. Voilà, donc le pouvoir a tout fait pour instrumentaliser cette question, a tout fait justement pour instrumentaliser notamment la Ligue. Et quand il a vu que la Ligue n'était pas à vendre, la Ligue n'était pas justement à refuser carrément de marchander, sinon de tronquer son autonomie, il a décidé de s'en débarrasser. D'ailleurs, nous l'avons dit à plusieurs reprises, les raisons réelles de la liquidation de la Ligue, de la disparition de la Ligue, sinon de la dissolution de la Ligue, c'est justement d'avoir fait son travail d'une Ligue des droits humains autonome, je dirais fidèle à son mandat, d'une Ligue
qui défend les droits humains, qui fait le monitoring, qui fait justement la défense des sans-voix. Voilà, donc c'est... En tout cas, Saïd, malheureusement... Saïd Salhi, bon, c'est important d'évoquer ça avec vous. Dans quelques instants, on va venir nous rejoindre notre deuxième invité, mais peut-être pour refermer cette petite parenthèse, parce qu'elle n'est jamais refermée, en tout cas pas ici, mais on va parler dans quelques instants notamment de ce Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni, encore une fois, sans le civil, hein, sans le politique. Il y a eu ce procès, mais alors là, vraiment avec des grosses parenthèses, je ne sais pas si on peut parler de procès, puisque vous n'y étiez pas conviés. Le politique non plus n'avait pas son mot à dire, les intéressés. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de justice? Mais on a tout de même aussi aujourd'hui ce régime qui est peut-être protégé avec, entre guillemets, cette crise géostratégique où il y a des relations particulières avec les États du monde entier, où chacun vient aussi chercher un peu son intérêt. Mais on sent tout de même qu'il est peut-être de plus en plus solo, il se retrouve un peu de plus en plus fragilisé, déstabilisé. Il y a plusieurs presses internationales, des ONG qui se réveillent, qui crient au scandale, qui parlent de cette répression qui s'amplifie de plus en plus. Les avocats, les politiques, les hirakistes, les grosses ONG comme les vôtres, vous ressentez ça aussi, que ce pouvoir aujourd'hui, il en arrive peut-être à de telles décisions parce qu'il est totalement peut-être sans armes, il se sent de plus en plus désarmé? Alors, je voudrais dire un mot concernant d'abord le Haut Conseil de sécurité. Nous, à partir donc de juin 2021, nous avons dénoncé justement ce glissement grave dans le sens où le Haut Conseil de sécurité, qui est une institution consultative, est devenu le centre réel de la prise de décision. D'ailleurs, pour l'histoire, toutes les grandes décisions, notamment tout le mécanisme de la répression, est décidé au niveau du Haut Conseil, de ce Haut Conseil. Commençons déjà par l'amendement de l'article 87 bis qui a été amendé avant tout, avant déjà, si vous voulez un peu, l'orientation a été donnée par ce Haut Conseil. Notamment le classement des organisations Rachat et Max, c'est venu aussi par ce Haut Conseil. Nous avons dénoncé ce glissement, nous avons dénoncé donc le fait que le Haut Conseil de sécurité est devenu un organe de décision alors que ce n'est qu'un organe consultatif, mais on fait... Ça ne fait que, à la limite, renforcer ce que nous disions depuis 2019. Vous avez, le Hirak a fait le miracle, a réussi une chose, il a démasqué le pouvoir dans sa réalité. Le pouvoir, qu'on connaissait avant, sinon je parlerai du système, nous avons toujours parlé d'un système avec une vitrine civile, mais avec justement un pouvoir militaire qui décide, ce qu'on appelle le pouvoir réel. Nous avons vu en 2019, justement avec l'histoire du 5e mandat, justement le système a été mis à nu et on avait en face de nous le pouvoir réel qui était à l'époque incarné par Gaïd Salah, chef de l'état-major, qui régnait en seul maître justement du moment. Et c'est pour la première fois où on avait le pouvoir en face, c'est-à-dire qui s'est vraiment démasqué. Moi, je me rappelle en juillet 2019, j'ai été convié avec quelques amis pour soi-disant siéger dans la commission de dialogue et de la médiation avec ce qu'on appelle la fameuse commission de Karim Younis. Et je me rappelle à l'époque, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons claqué la porte, le pouvoir voulait aller aux élections présidentielles coûte que coûte. Et l'argument c'était, il fallait rétablir la façade civile. Les militaires, notamment à l'époque Gaïd Salah, a tellement pris le devant, a tellement pris un peu, occupé un peu la scène, si vous voulez, un peu politique, c'est devenu flagrant. Donc il fallait rétablir vite la façade civile. Bon, ils ont fait leur élection, ils ont imposé le président actuel de force. Il n'y a pas l'élection de 2019. On ne va pas revenir justement aux résultats, on ne va pas revenir au contexte dans lequel ils se sont organisés. Ils ont imposé ce candidat. Nous avons pensé que finalement, ok, d'accord, vous avez imposé votre président, l'armée va prendre le recul. Ce n'était pas le cas. L'armée n'a pas pris le recul, bien au contraire, il est encore resté à la façade. Donc on avait finalement une façade bicéphale. On avait l'armée et la présidence qu'on avait, donc on le voyait dans toutes les cérémonies officielles, le chef de l'état-major et le président de la République, au point où même dans des missions internationales, on envoie le chef d'état-major. Et c'est ça réellement aujourd'hui, c'est ça réellement le régime algérien. Donc, si vous voulez,
aujourd'hui le Conseil de sécurité, il incarne encore une fois justement cette nouvelle image du régime algérien. C'est un régime bicéphale qui s'est fait. Alors la question qui décide? Qui décide? Bon, les Algériens le savent. Les Algériens le savent et même à l'international le savent. D'ailleurs, pour preuve maintenant, on a une nouvelle pratique internationale, même sur le plan diplomatique. Les présidents de la République, les chefs des États, quand ils viennent en Algérie, ils doivent visiter, bien sûr, rencontrer le président de la République, mais ils doivent aussi rencontrer le chef de l'état-major. Ce qui est un fait nouveau, qui révèle beaucoup de messages et beaucoup de choses. Pour les observateurs, on en sait de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas cacher justement cette image. Le pouvoir algérien aujourd'hui, a montré toute sa, si vous voulez, un peu son image à l'échelle nationale et internationale. Restez avec sûr, nous. Le pouvoir s'est offusqué à plusieurs reprises du slogan Dawla Madaniya Mati Askaria. Mais voilà, mais quand on voit les pratiques, quand on voit les discours, quand on voit les comportements, eh ben, ce slogan-là, porté par le Hirak pendant des mois, pendant plus d'une année, il a bien son sens. Voilà. Restez avec nous, je reviens à vous dans quelques instants. Je rappelle aux téléspectateurs, téléspectatrices que le dernier au Conseil de sécurité a eu lieu le 18 janvier, il y a à peine 2 semaines. Pourquoi ce nouveau au Conseil annoncé sans aucune information, l'absence aussi de politique, je vous le disais tout à l'heure. Et puis, est-ce que aussi, on peut se poser cette question, est-ce que ce Haut Conseil est lié notamment à l'arrivée et le retour, d'ailleurs encore une fois en catimini, sans aucune information en termes de contenu ni d'image du chef d'état-major Saïd Chengriha qui était présent bien évidemment au sein de ce Haut Conseil de sécurité. Est-ce que notamment 2 semaines après, depuis le 18 janvier, on est le 1er février, ça a eu lieu il y a 48 heures, est-ce que ce Haut Conseil est lié? On l'espère, en tout cas dans quelques instants. On va venir nous rejoindre donc Habib Souadiya qui est un ex-officier donc de l'ANP. On va regarder ces quelques images, ces brèves images où vous allez apercevoir donc le président de la République accompagné notamment des responsables militaires. بداية ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. Voilà, sur ces quelques images. Donc alors je vous rappelle que voilà, c'est important ce décret. Il faut le rappeler aussi pour vous donner l'information que ce Haut Conseil de sécurité est présidé par le président de la République, qu'il comprend le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas ou s'il est différent. Parfois le directeur donc de cabinet de la présidence, le ministre de la Défense, bon en l'occurrence là il s'agit du président, le ministre de l'Intérieur bien évidemment, le chargé des Affaires étrangères, de la justice, garde des Sceaux, entre autres. Voilà un peu pour vous donner un peu donc le contenu des personnalités, notamment politiques, elles étaient absentes. Et puis il faut savoir que c'est un Haut Conseil qui est là pour se prononcer sur toutes les questions en termes de sécurité intérieure. Ça peut être par exemple pandémique ou alors en termes de danger ou de décisions à prendre lorsqu'il y a des difficultés, notamment à l'extérieur. Habib Souadiya vient de nous rejoindre. Un plaisir de l'accueillir, écrivain, ex-officier de l'ANP. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Si vous venez nous rejoindre, il est 19h bientôt 30. Ce Haut Conseil de sécurité, on l'a appris il y a quelques heures au sein de l'APS. Le dernier a eu lieu le 18 janvier, c'est à peine 2 semaines. On n'a pas plus d'informations que ça. Pourquoi annoncer un nouveau Haut Conseil de sécurité sans dire derrière qu'il y a tel ou tel dossier qui ont été évoqués par exemple ou quel chantier, quel message vous lisez derrière ce HCS? Oui, ce Conseil de sécurité, il intervient quelques jours après la visite du chef d'état-major à Paris, où il a été reçu à l'Élysée par le chef et aussi par le ministre de la Défense, des officiers de l'armée française en France. Et donc, je pense qu'il a eu
une feuille de route pour la transmettre au niveau du régime, je pense. Et aussi pour demander peut-être d'autres, je sais pas, peut-être une intervention, peut-être transmettre certaines choses que le régime doit étudier au niveau du Haut Conseil de sécurité qui a été qui s'est réuni hier, je pense, aujourd'hui. Selon vous, on se rend, alors c'est peut-être pas coutumier, en tout cas vous pourrez peut-être nous apporter quelques éléments, mais on a encore une fois, hélas, l'absence du civil, l'absence du politique, alors que le politique doit aussi siéger au sein de ce rendez-vous. Oui, mais parce que l'armée, on a un grand parti politique qui s'appelle l'armée. Donc l'armée est dirigée par des généraux et ils ne tolèrent pas les civils, sauf qu'il y a juste un parmi eux qui est le président Tebboune, qui a été élu ou présenté comme président de la République par l'armée, qui a été présenté au peuple algérien pour être président. Mais sinon, on connaît que le plus grand parti politique en Algérie, c'est le parti de l'armée. Donc l'armée, vous avez des généraux de l'armée, des services de renseignement, et puis la gendarmerie, puis peut-être la police. Mais je pense que c'est tellement plus important que ça ne concerne plus le civil, ni son indépendance, ni son armée, ni les conseils qu'ils ont évoqués à l'intérieur de le Conseil de sécurité ne concerne pas les civils. Les civils, ils n'ont qu'à suivre et se mettre au garde à vous. Vous évoquiez il y a quelques instants, si je ne me trompe pas, la présence du chef d'état-major algérien en France. On a des chefs de région militaires qui étaient présents il y a quelques heures au sein de ce Haut Conseil. Qu'est-ce qu'il aurait pu, alors sans spéculer, mais selon vous, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire suite à cette présence d'un chef d'état-major algérien dans ce Haut Conseil de sécurité à son retour? Dans le Conseil de sécurité qui a eu lieu, je pense qu'il y avait le chef d'état-major de l'armée. Pour la première fois, je vois la présence du commandant des forces terrestres, le général Hachemia, et puis les autres chefs de la marine, de l'aviation, je pense, la marine, les services de renseignement extérieur, des GSE et des GSI. Je pense que ça concerne la feuille de route qui a été étudiée à Paris pour essayer de la transmettre et d'exécuter sur le terrain par l'armée algérienne. Mais je ne peux pas vous donner les grandes lignes, les petites lignes, ce qui est en train de se préparer. Mais je pense que les grandes lignes, c'est la sécurité du Sahel et puis la coopération entre les deux États, je pense, entre l'armée algérienne et l'armée française, et puis peut-être l'ouverture de l'espace aérien, la coopération militaire dans les opérations conjointes, peut-être au niveau du Sahel, et autres problèmes que la France veut que l'armée algérienne coopère avec. Je reviens à vous dans un instant, Habib Souadia. Saïd Salhi, peut-être un mot, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, et on le disait en lancement sur cette instance qui devait être consultative et qui a changé de direction en un centre peut-être de décision politique et sécuritaire. Encore une fois, le civil, le politique, il est exclu alors qu'il doit y siéger. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est malheureusement la tradition en Algérie lorsqu'il s'agit de décider. Alors je parlais tout à l'heure de 91 où le général Nezzar a dû prendre cette décision lors d'une réunion entre l'armée où le politique n'était pas présent, où il a décidé clairement d'arrêter le processus électoral, le processus démocratique, c'est-à-dire stopper les élections tout simplement. Ma première impression, quand je vois de tels conseils, un conseil de sécurité, on dirait qu'on est en guerre. C'est vraiment la première impression.
Et je pense que l'impression un peu de simples citoyens, d'un simple observateur, quand il voit justement tout ce discours, voilà, on dirait que l'Algérie vraiment est en guerre. Mais malheureusement, en guerre contre qui? En guerre contre qui? Question qui se pose. Et quand on voit les positions maintenant de l'institution militaire, sinon je dirais même la feuille de route du tout sécuritaire, malheureusement la première victime c'est bien justement le Hirak, c'est bien le peuple algérien qui aspire à un changement authentique, à un changement réel. Je n'exclus pas bien sûr les défis sécuritaires, régionaux, internationaux, voilà, je n'exclus pas ça, mais moi de ma part, je dis que la première réponse doit d'abord être une réponse politique. La question de la sécurité relève essentiellement du politique. Mais, bien sûr, voilà, les réalités sont là. Encore une fois, c'est le régime qui confirme sa nature. Voilà, c'est une nature, voilà, d'un régime autoritaire, militaire. Voilà, d'ailleurs, le pouvoir s'offusque à chaque fois qu'on en parle de ça, au point où même le slogan Dawla Madaniya Machi Askaria a été carrément criminalisé. C'est la réalité. Bon, moi je dis malheureusement, les Algériens sont exclus de ces enjeux, alors que les Algériens ont le droit de savoir ce qui se trame, ce qui se dit, ce qui se décide en leur nom, notamment sur des questions sécuritaires qui relèvent d'abord du sort de toute l'Algérie. Aujourd'hui, voilà, il y a une visite d'un chef d'état-major en France, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a des décisions qui se prennent à gauche et à droite, on ne sait pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, les gens qui en parlent de cette question-là sont criminalisés. Nous sommes encore revenus aux années justement 90. On parle de l'information sécuritaire qui est carrément criminalisée. Donc aujourd'hui, malheureusement, voilà. La volonté du peuple algérien est totalement spoliée aujourd'hui, voilà. Donc c'est ce Conseil de sécurité, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui se substitue carrément aux politiques. Bon, moi je peux qu'en spéculer. Moi, je vous dis, on n'a pas l'information, donc voilà, on peut faire des lectures, on peut faire des analyses, mais ça ne reste que de la spéculation. Et vous savez qu'avec la nouvelle constitution, il y a un article dans le sens où les militaires peuvent intervenir à l'extérieur. Bon, voilà de quoi il s'agit, toute cette agitation militaire et sécuritaire, on n'en sait rien du tout. Voilà, donc on attend qu'est-ce qu'il y aura. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vois que le peuple algérien aujourd'hui est interdit de s'exprimer, que le peuple algérien aujourd'hui, à force justement de le brimer, et voilà, est carrément anéanti, même dans ses forces de résistance, même dans ses forces de défense nationale. Car il faut le dire, la question de la défense nationale est d'abord une question politique qui intéresse et qui concerne le peuple algérien. L'armée ne peut pas défendre le pays, c'est aux Algériens de défendre le pays, d'autant plus que notre armée, on dit c'est une armée populaire. C'est une armée populaire, c'est l'armée du peuple. Le gros des contingents, c'est ce qu'on appelle c'est des contingents. Le gros des troupes de l'armée, c'est des contingents. Alors aujourd'hui, le pouvoir fait tout justement pour, malheureusement, si vous voulez, un peu semer ce sentiment de la hogra, du mépris. C'est ce qu'on entend chaque jour, notamment à la sortie des tribunaux. C'est ce que nous entendons chaque jour, notamment auprès des jeunes. Aujourd'hui, le sentiment de la hogra a repris, Je reviens à vous. Je reviens à vous, Saïd Salhi. Habib Souadia, d'abord une réaction. Est-ce qu'on a alors vous parlez d'un parti politique qui est l'armée. Alors on a vu ces derniers mois, l'armée de plus en plus présente a inauguré une infrastructure sportive par exemple, ou encore même la présence au sein de conseils d'administration au sein des universités entre autres, ou encore à la rentrée scolaire. Est-ce que vous parlez aussi d'une armée populaire? Et une question, comment vous le voyez, vous, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur un conseil de sécurité? Alors, certains analystes
politique, observateur, militant, hein, disent clairement qu'il est installé, il est là, il est installé par l'armée. Ce président, il préside hein, le Haut Conseil de sécurité. Vous le voyez comme patron, comme invité, comme ministre de la Défense. Comment vous le voyez, ce président algérien? Moi, je veux juste expliquer que l'issue de cette rencontre, de ce nouveau Haut Conseil de sécurité, a été décidée à Paris et en tout cas pas en Algérie, ça c'est sûr. La vitesse avec laquelle les choses avancent en Algérie aujourd'hui avec les Français nous laisse penser que la France a laissé tomber ces valeurs qu'elle défendait jadis universelles, qu'elle défendait à l'époque sur les droits de l'homme, la liberté de la presse, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça, je peux vous le confirmer, puisque à Paris, on a pour la première fois rencontré le chef d'état-major qui est Saïd Chenguereha. Et Saïd Chenguereha, il est connu ici en France et en Algérie depuis 20 ans. Quand j'ai parlé de lui en 2001 et 2002, personne ne le connaissait. Je pense que les Français le connaissent très bien. Ils savent très bien qui est le personnage qui est à la tête de l'armée, que c'est un criminel de guerre avéré et un pur produit de l'institution militaire et de ce qu'a créé Khaled Nazar et le général Tofir, puisque Khaled Nazar, à une certaine époque, il a dit si ces gens que Habib Soueidi a décrits, ce sont des monstres, alors j'ai formé des monstres. Alors je peux vous dire, vous confirmer et répéter pendant 20, 25, 30 ans, toute ma vie, que la France a reçu aujourd'hui ou hier, elle a reçu un monstre à Paris. Et elle traite avec les monstres et elle n'a jamais traité avec les humains. Je pense que pourquoi cette urgence le temps passe vite, décidément. Je voudrais pousser un peu plus ce que vous disiez. Pourquoi cette urgence? Le chef d'état-major vient de rentrer en milieu de semaine dernière. Pourquoi aussi rapidement il faut réunir un Haut Conseil de sécurité annoncé sans aucune information derrière, selon vous? Alors je ne sais pas si vous êtes dans les petits papiers, comme on dit, dans les sous-dossiers. Les prochains jours, voire les prochaines semaines, vont démontrer ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, avec la rapidité qui s'accélère en Algérie et sur peut-être l'envoi des troupes à l'extérieur, et peut-être aussi l'alliance que la France voit avec que le régime algérien est plus proche avec le régime du Mali et du Niger et ailleurs. Je pense qu'on va assister bientôt à des envois de troupes à l'extérieur des frontières algériennes, puisque c'est permis de le faire. Ça a été permis de le faire et légalisé d'ailleurs. Donc, moi, quand je parle de l'armée, je ne parle pas de Tebboune parce que je sais que Tebboune, c'est aussi un fonctionnaire comme Chenguereha qui sont arrivés sur le drame algérien, qui sont aujourd'hui devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je pense que, je l'ai toujours dit, c'est pas parce que Chenguereha il est venu en France ici, je l'ai dit il y a 20 ans, Chenguereha c'est un traître. Et Tebboune aussi, je pense que ils sont deux traîtres à la nature algérienne. Je pense sincèrement que ces gens-là sont dangereux et nocifs pour l'Algérie et même pour la France et pour les autres et pour les voisins qui sont nos voisins d'ailleurs, que ce soit la Tunisie ou le Maroc ou ailleurs. Alors, transition toute faite, effectivement on n'a pas de contenu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message peut-être? Alors d'abord, est-ce que l'Algérie est en état de guerre? On en a parlé dans le cadre où le budget militaire a été augmenté à plus que 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message derrière ça, peut-être à des pays, notamment on sait combien les relations sont très très complexes et très difficiles, notamment avec les voisins marocains. Est-ce qu'indirectement, il n'y a pas aussi un message? Est-ce que vous avez aussi peut-être, vous, cette analyse ou cette vision, peut-être de mettre, voilà, de dire peut-être à ses voisins marocains, attention, on se réunit, on a pris conscience de la situation ou pas? Je peux vous dire quelque chose et vous pouvez en être sûr et vous pouvez le répéter tant que vous voulez. Il va y avoir jamais eu de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ça, pour moi, c'est
c'est limpide. Et je ne veux pas rentrer dans ce détail, dans ce que certains disent à gauche et à droite en essayant de remonter ou de faire oublier ce qu'on a en Algérie ou ce que les Marocains ont au Maroc. Mais je pense qu'il n'y aura pas de guerre tant que le régime algérien, il fonctionne très bien pour certains États et qu'il obéit aux ordres. Je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre aujourd'hui ou demain, dans les prochaines années. Je ne pense pas, mais c'est juste de la gesticulation politique ou politicienne que certains essayent de faire. Donc le plus urgent je pense pour la France et pour ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont décidé de faire ensemble avec les Algériens, c'est plutôt une coopération à long terme avec l'armée algérienne et essayer peut-être de s'engager à l'extérieur des frontières et essayer de rapporter des aides nécessaires peut-être aux troupes françaises ou à la France au niveau africain et ailleurs. Mais je ne pense pas que la France, elle veut la guerre entre le Maroc et l'Algérie, et elle le sait très bien que c'est pas raisonnable ni pour la France ni pour... Alors c'est pourquoi? C'est pour entretenir au sein des esprits, des mœurs algériennes, au sein des esprits algériennes, qu'il y a cet ennemi extérieur imaginaire. C'est vrai que sur ces 2-3 dernières années, le MAC, Rachad, le Maroc énormément. Le Maroc était à un moment donné responsable de ces feux, par exemple. C'est lorsque le régime, le pouvoir, l'APS mettent souvent ça sur le dessus de la table, c'est pour entretenir, faire de la subdivision, c'est... S'il y aura une guerre entre l'Algérie et le Maroc, elle sera décidée à Paris ou à Tel Aviv. Ça ne sera pas en Algérie ni au Maroc. Ça, je peux vous le dire. Mais pour le moment, je vous le dis tout simplement, il n'y aura pas de guerre puisque ces gens, ils sont juste en train de gesticuler sur quelque chose qui ne va pas y arriver et je pense que c'est bien pour tout le monde pour le moment. Ce qui intéresse les Français, je l'ai dit et je le répète, c'est avoir un accès en Afrique et cet accès en Afrique et à l'armée algérienne, elle passe par Chingrih et par Tebboune. Ils vont prendre le contrôle. D'ailleurs, ils ont pris le contrôle peut-être même de cette armée. Et puis la coopération, elle va être dans les prochains jours ou les prochaines semaines, elle va être aussi visible que réelle sur le terrain. Habib Souadi, avant de vous libérer, peut-être un mot sur le relationnel entre le politique et le militaire. En Algérie, on sait combien il y a cette polémique, ces débats depuis des décennies. C'est l'armée qui dirige. Le président de la République est installé par l'armée. Peut-être un mot là-dessus, 2 petites minutes avant de clôturer avec Saïd Salhi. Et puis ce président de la République au sein de ce Haut Conseil de sécurité, je vous le demandais tout à l'heure, il est invité, c'est lui qui préside, c'est lui qui dirige ou il est là parce qu'il a été installé? Non, il y a une autre personne qui dirige et qui coordonne les différents services de renseignement. C'est pas Tebboune. Il y a un autre général-major qui s'appelle Boumediene et qui est le coordinateur de tous les services de renseignement. Et donc tout ce qui arrive, ça passe chez le bureau de ce général, et c'est lui après qui fait une petite synthèse à Tebboune pour lui expliquer ce qui se passe, et après c'est lui qui, soi-disant, il est dans le pour parler et essayer de montrer qu'il est un président de la République. Je pense que les choses ils sont plus compliquées que ça par rapport aux gens qui essayent d'expliquer ou de voir ce qui se passe en Algérie ou de dire qu'il y a un président légitime. Tebboune n'a jamais été légitime. Il n'a pas été élu par le peuple ou par l'ensemble du peuple algérien. Tout le monde le sait, ça. Mais malgré tout ça, on essaye de travailler avec un régime corrompu, criminel, et qu'il a démontré par le passé, il peut le démontrer aujourd'hui aussi. Merci Habib Souadi d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes pris, vous êtes libéré, écrivain, ex-officier de l'ANP. Voilà, vous nous avez apporté vos
vos analyses, votre vécu, votre vision et des éléments que vous avez. On verra si l'avenir les confirme. On va terminer avec vous, Saïd Salhi. Peut-être voilà le mot de la fin. Vous êtes un militant des droits universels pour la liberté d'expression. Vous le disiez, vous aviez dû quitter il y a quelques semaines ce pays que vous aimez tant. Le civil est sorti apparemment, en tout cas, des pouvoirs, des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au peuple de continuer à sortir dans la rue, continuer à s'exprimer malgré tout. C'est ça qui aidera l'Algérie à rejoindre le chemin de la démocratie? Excusez-moi, c'est vraiment difficile de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que le peuple a toujours cherché ses voies de salut, ses voies de sortie. Et il l'a fait en 2019. Il le fera au moment opportun. Le peuple est en train de résister, est en train de subir cette machine répressive, je dirais par patriotisme, par amour au pays, parce que le peuple algérien ne veut pas aller à la confrontation. Ici, il sait bien qui l'a en face. Malheureusement, on est encore traumatisé par des expériences antérieures, mais le peuple algérien résiste. Le peuple algérien résiste. Pour preuve, tous les procès qui se déroulent chaque jour. Vous savez, le pouvoir a décliné, sinon a déroulé une feuille de route sécuritaire pour mater justement le Hirak, pour mater le peuple. Il n'a pas réussi. Ça fait maintenant presque 4 ans. Donc le 22 février, nous allons célébrer le 4e anniversaire du Hirak. Il n'a pas réussi justement à éteindre cette flamme, cet espoir justement du changement démocratique. Et voilà, donc j'entends avec beaucoup d'admiration des jeunes qui s'expriment encore malgré les arrestations, malgré les intimidations, malgré tout l'arbitraire. Ils continuent encore à s'accrocher justement à cette quête de changement pacifique. Je pense que le peuple algérien n'est pas prêt à lâcher, n'est pas prêt à se résigner. Merci. Et je dis que le peuple algérien a cette force de résilience. Il saura justement, arracher ses droits et faire respecter sa volonté. Merci, cher Saïd Salhi, défenseur des droits humains universels et indivisibles. Merci infiniment et merci à Habib Swadia, écrivain ex-officier de l'ANP, l'équipe en régie. Merci infiniment pour le travail que vous faites à nos côtés. Le programme continue dans quelques instants. El Umq, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h. Prenez soin de vous.